Bonjour à tous, bonjour Anthony et bonjour Alice. On Salut est Joey. de nouveau présent dans cet épisode de Binder Bogdat avec une invitée aujourd'hui qui se définit comme junior et avec qui on va pouvoir parler de différents sujets, des sujets qui la concernent elle. Salut Alice. Salut Anthony, salut Joey, ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Plaisir Avec plaisir. partagé. Alice, tu avais du coup, là on a commencé il y a quelques minutes, on s'est chauffé un petit peu avec une conversation et pendant cette conversation tu nous disais que tu avais deux sujets à apporter sur la table. C'est quoi tes deux sujets? Alors, il y avait un sujet assez tech sur le DDD et la cleanarchy. Étant donné que je suis junior et que là, bah, c'est ma première expérience, on va dire, dans une boîte qui veut pratiquer ces deux archis et ces deux manières de programmer. J'ai pas mal de questions en lien avec ça sur enfin, des choses sur lesquelles j'ai pu buter dans mon parcours. Et j'avais un autre sujet, alors plus généraliste celui-là, sur ce qui fait un bon développeur en 2026, avec les progrès notamment de l'intelligence artificielle. Comment est-ce qu'on peut continuer en tant que développeur à amener de la valeur? Le menu est donné. Ok. Donc, premier sujet, Cleanarchy DDD. Euh, Qu'en est-il? Moi, j'ai une première question pour toi, Alice. Quand tu parles de Cleanarchy et de DDD, déjà, c'est quoi ton historique avec, du coup, d'un côté Cleanarchy, de l'autre côté DDD? Il y en a pas un. C'est quoi ton historique là-dessus? Est-ce que tu l'as déjà utilisé? Est-ce que tu as utilisé ces concepts? Comment est-ce que tu les comprends? À quoi ça ressemble dans ton esprit? Alors pour moi, DDD, bah, c'est ce qui, en fait, c'est une manière de conceptualiser, de modéliser, qui va mettre le domaine en avant. Le domaine, bah, en fait, c'est le besoin métier. Pour moi, c'est comme ça que je le comprends. Donc, on va essayer de trouver des termes qui parlent à la fois au métier et à ceux qui sont bah, responsables de l'implémentation, donc à la technique. Et on va essayer de modéliser tout un système comme ça avec des objets qui vont être porteurs de sens. Et c'est ces objets-là qui vont être au cœur du système, au cœur de l'implémentation. Et pour moi, la cleanarchy, donc ce serait plus donc une architecture découpée donc d'une certaine manière, avec une couche applicative, une couche domaine et une couche infrastructure. Et donc ces couches communiquent entre elles et on a certaines choses qui doivent tomber dans le cadre de l'application, certaines choses qui doivent tomber dans le cadre du domaine et dans le cadre de l'infrastructure. Et du coup, typiquement, le but de la cleanarchy, c'est d'avoir comment dire, de faire ce découplage-là pour qu'on puisse, par exemple, pouvoir changer de système de base de données si on a envie, changer un framework, sans que ça impacte les autres couches en fait du système. Donc pour moi, c'est comme ça que je les comprends, mais voilà, je suis ouverte à, à des corrections si besoin. Tu veux commencer, Anthony? Je peux commencer. Je te laisse commencer, ouais, vas-y. Il y a différentes choses qui sont dites, qui sont justes, et il y a différentes choses qui sont dites qui sont pas suffisantes pour vraiment comprendre de quoi on parle. C'est-à-dire que quelqu'un qui serait junior entendrait ce que tu as dit et se demanderait, oui, d'accord, mais je saisis pas bien. Commençons par DDD. Tu me dis DDD, c'est un ensemble de manières de faire qui me permettent de représenter le domaine. Tu utilises le mot objet. Ici, on sous-entend objet métier. C'est-à-dire qu'il y a des objets du métier, objets au sens sujet, il y a des sujets du métier, il y a des concepts métiers qui sont manipulés, qui sont représentés, et on essaye de fabriquer un modèle du métier. Euh, Quelqu'un qui voudrait jouer l'avocat du diable pourrait déjà dire, oui, mais modéliser le métier, ça fait déjà des dizaines d'années qu'on le fait, même avant toutes ces notions de DDD, il fallait forcément modéliser le métier d'une manière ou d'une autre. Donc, qu'est-ce que c'est que ce fameux DDD? Ok, maintenant, si on parle de cleanarchy, d'ailleurs, on va pouvoir s'écouper les deux, c'est-à-dire faire d'abord l'autre, l'un, et puis ensuite faire l'autre, tant qu'à faire, parce que c'est bien deux choses distinctes. Et quand tu parles de cleanarchy, tu dis,
il y a un truc qui est une couche applicative et certaines choses doivent rentrer dedans, c'est ton vocabulaire, il y a certaines choses qui doivent rentrer là-dedans, il y a des couches qui sont domaines et certaines choses doivent rentrer là-dedans, et il y a des couches qui sont infrastructures et certaines choses doivent rentrer là-dedans. Ok. Et tu le cites, du découplage. Ok. Donc, il y a pas mal de notions qui sont intéressantes. D'ailleurs, bonus pour l'usage du mot découplage, c'est intéressant. D'ailleurs, par découplage, on entend loosely coupling. On n'entend pas forcément découplage total, vu que c'est des notions absurdes. Ok. On commence par DDD. Tu veux rajouter quelque chose d'ailleurs, Anthony? Non, j'ai pas grand-chose à ajouter. Je pense que d'une manière générale, dans la définition que tu as donnée à la fois du domaine driven design et de la clean architecture, tu es dedans en fait. Tu n'es pas complètement à côté de la plaque, loin s'en faut. Là, ce qui va être dit de mon côté, et je pense également du côté de Joey, ça va plus être si jamais on est en train d'être écouté par des développeurs qui sont juniors, comment, euh, comment détailler en fait le sujet, comment balayer un petit peu les petites zones d'obscurité qui restent, notamment comme l'a dit Joey. euh, Pourquoi est-ce que subitement on a besoin de nommer ce concept de domain-driven design alors qu'on fait du logiciel depuis maintenant les années 50 et que a priori, ben, représenter le besoin dans le logiciel, c'est quelque chose qui est censé être parfaitement naturel. Ok, donc je pense que Joël, tu avais un plan en tête. Quand tu dis pour moi, le DDD c'est ça, pour moi, la cleanarchie c'est ça, c'est une nuance qui est le reflet de je crois le comprendre comme ça. Le DDD, la cleanarchie, ces deux principes, ils ont des définitions qui sont non nuancées. On peut déjà les donner. Je commence par DDD. Le DDD, souvent, tu entendras dire que c'est une boîte à outils. Qu'est-ce qu'on entend par boîte à outils? Je trouve que c'est vraiment une bonne métaphore d'ailleurs. Honnêtement, nommer des choses dans la tech, c'est souvent dégueulasse, mais là, c'est une bonne formulation. C'est une boîte à outils. Dans cette boîte à outils, il y a des outils de management, de pilotage, il y a des outils de construction du domaine, il y a des outils techniques de comment faire les choses sous forme de code, il y a des outils organisationnels de comment s'organiser en équipe pour organiser du métier, fabriquer des choses robustes, fabriquer des choses justes. Et la justesse, ici, on la définit comme collant absolument aux besoins. On peut citer certains de ces outils, mais avant même de les citer, on peut rappeler quelque chose. Dans cette boîte à outils, il y a des marteaux, des tournevis, des perceuses, et des fois, on n'a pas besoin de marteau. Et des fois, on n'a pas besoin de perceuse. D'où le fait que ce soit une boîte à outils. Le moment où quelqu'un te dit, dans ma boîte, on fait du DDD, c'est toujours un petit peu flou. On ne sait Mhm. pas vraiment jusqu'où est-ce qu'on va. On va citer quelques outils. Bah tiens, d'ailleurs, je vais pas les citer. Est-ce que tu connais quelques outils de cette boîte que tu as probablement entendu certaines pratiques ou certains modèles ou certaines méthodes? Pour le DDD, je sais pas si j'ai des outils de cette boîte. Après, il est possible, je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez mis en place par vous-même, si vous avez fait appel à un facilitateur ou si vous avez animé des workshops, mais il y a des chances que vous ayez fait des choses, des activités ou que vous ayez une façon de travailler qui naturellement sort de la boîte à outils du DDD, même si le rapprochement n'a pas été fait de façon explicite. Oui, je pense que c'est pas au quotidien, c'est pas très, explicité de notre côté. Mhm. On a des pratiques et surtout en tant que junior, des pratiques qu'on suit et où on demande, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, mais en fait, c'est parfois compliqué, je pense, de savoir, même, pour, les développeurs qui sont plus expérimentés, ce qui Mhm. relève d'une boîte, à outils, DDD et ce qui relève, juste de bonnes pratiques, générales. Est-ce que tu as des exemples qui te viennent en tête de bonnes pratiques ou de façons de travailler ou même de process que vous avez mis en place dans la boîte dont tu peux parler, bien évidemment? Oui, je pense que nous, on a mis en place, de l'injection de dépendance, donc de Ok. manière, enfin voilà, explicitée. Ce qui nous permet de mettre, des tests en place, de tester chaque, composant de manière isolée. Ouais, alors oui, il y a des choses qu'on met en place qui peuvent relever de la bonne
pratiques, mais qui sont plus, je pense, liées au DDD, c'est qu'on essaye de faire porter par l'objet, puisqu'on programme en orienté objet pas mal. On essaye de faire porter à l'objet la logique métier, en fait, quand on peut. On le fait pas systématiquement, mais c'est une pratique que j'ai beaucoup vue là où je travaille. Ok. Comment est-ce que tu les nommes, ces objets dont tu parles qui détiennent du métier, chez vous ou dans la manière de faire que tu as? Bah, des objets du domaine. Des business objects, des domain objects. Ok, d'accord. Ça, c'est quelque chose, je me permets de faire un petit commentaire. Ce qui est intéressant et que j'ai tendance à voir souvent en consulting, en entreprise, etc., c'est que on va employer des concepts, des idées et une approche qui s'apparente au domaine driven design, dont on pourrait même dire que c'est du domaine driven design, sans employer les mots-clés que l'on retrouve généralement dans la boîte à outils. C'est pas un mal, mais ça peut être à double tranchant, en effet, ouais. En fait, moi, je vois le côté positif, c'est Ouais. que du coup, on tire parti de cette approche. Même si Hmm. les concepts ne sont pas nommés, on est en train de tendre vers cette approche. Mais effectivement, comme tu le dis, Joey, le risque qu'il y a, c'est que il y a un concept, ok, dans le domaine du Van Design qui s'appelle le langage ubiquitaire. Est-ce que ça te parle? Ubiquitous language, langage ubiquitaire. C'est le fait de nommer, en fait, de donner un nom à quelque chose, donc, et que ce nom recouvre une certaine réalité pour une partie, pour certaines parties prenantes au projet, mais que pour d'autres parties prenantes, bah, ça va revêtir une autre réalité, ou alors il y aura des règles qui seront ou pas portées par ce nom. Eh ben, ce qui est important dans ce que tu dis, c'est la notion de langage. Lorsque l'on a un langage en commun, on a des mots-clés en commun et on se comprend plus facilement. Et ben, pour revenir justement au côté négatif qu'il y a à ne pas nommer les choses, c'est que du coup, on perd ce langage et on perd la capacité de communiquer sur ces concepts. Parce que tu vois, par exemple, tu as parlé de business objects. Moi, je les appelle plutôt des domain objects. C'est exactement la même chose, ok. Dans la littérature, vous retrouverez les deux concepts. Mais il y a différents types de business objects. Et ces différents types de business objects ont chacun différentes contraintes et donc du coup différentes forces et faiblesses. Et le fait justement de pouvoir les nommer, c'est ce qui nous permet de discuter de ces forces et faiblesses et de se dire lorsque justement on est en train de faire du design, parce que ça s'appelle quand même du domain-driven design, à un moment donné il y a du code qui est écrit, c'est de pouvoir avoir des concepts clairs en tête pour discuter de ses forces et de ses faiblesses. Et ça, je pense que c'est euh, un des éléments, je dirais, les plus importants du domaine driven design, c'est d'avoir créé un langage. On va dire d'une certaine façon un métalangage, mais on va dire un langage technique qui nous permet d'avoir non seulement une boîte à outils, mais d'avoir des mots pour désigner pardon, les concepts de cette boîte à outils et pour pouvoir en discuter. Et donc faciliter la communication. Et ça, c'est pareil. Là, on est un petit peu sur une approche méta parce qu'on parle du domaine du driven design en lui-même. Mais lorsque l'on est également dans le métier, qu'on est en train de parler de la problématique que l'on est en train de résoudre, mettre en place un langage qui est clair avec des mots qui sont bien définis, c'est ce qui permet justement de faciliter la communication et d'avoir des moyens d'échanger des idées qui sont beaucoup plus fluides et beaucoup plus puissantes. Ok. Je dirais, et je m'étale un petit peu et je vais terminer là-dessus, que pour moi, l'un des éléments les plus puissants du domaine driven design, c'est justement de pousser pas seulement les développeurs, mais tous les parties prenantes, toutes les personnes qui font partie de l'équipe et toutes les personnes qui ont un parti à prendre dans le logiciel en lui-même, de mettre toutes ces personnes en commun et de leur créer un langage qui leur permet de communiquer avec des idées qui sont extrêmement précises parce qu'on parle tous le même langage. Et donc, du coup, d'aller dans le détail de la complexité du problème qu'on veut résoudre. Ok. Une sorte d'univers, ouais. C'est ça, ça paraît anodin lorsque l'on parle justement de langage, mais le fait d'avoir un langage commun et établi, c'est
d'une incroyable puissance lorsqu'on travaille sur des sujets qui sont extrêmement complexes. Parce que lorsqu'on a un langage qui est bien posé, on peut parler d'idées qui sont très complexes, mais avec une précision, je dirais pas absolue, mais très très haute. C'est comme l'exemple que tu as donné, je ne sais pas si c'était off caméra ou pas, Joey, tout à Le l'heure, sur carrelage. le fait d'aller à Leroy Merlin et de demander s'il y a un petit truc là pour l'eau, etc. Tu dis un carrelage. Dès l'instant où tu sors le mot-clé, dans ta tête, tu as toute une définition, tu as toutes les contraintes, tu as tout l'historique, tu as vraiment un setup qui se met en place parce que ce mot, c'est pas simplement un mot, un concept, c'est vraiment euh, tout un univers. Et là, je parle juste de un seul mot. Donc, imaginez à l'échelle d'un langage. C'est pour ça que dans l'informatique, je vais vraiment arrêter là-dessus parce que je commence à monopoliser un peu le temps de parole. Il y a eu, dans les années 85, le mouvement des patterns. OK. Pourquoi est-ce que ça a explosé? Parce qu'on s'est rendu compte qu'en créant un langage de pattern, pattern language, on arrivait à parler de certains sujets, de certains acquis avec une précision extrême, avec une très très haute précision. Et on gagnait du temps parce que du coup, les acquis des personnes qui ont 5, 10, 15 ans d'expérience apparaissent sous forme de patterns et donc du coup d'un langage avec des définitions et des mots-clés qui sont extrêmement précis et que l'on peut tirer profit de ce langage, que l'on peut tirer profit de ce pattern gratuitement, très simplement. OK? Pour la ref, c'est Paul Taylor, l'humoriste anglais, qui parlait de carrelage. Donc, on lui rend ça. C'est très juste et quelque part, on peut imaginer des exemples absurdes. Donc, pour recadrer un petit peu, on était en train de parler du Ubiquitous Language. L'Ubiquitous Oui. Language, oui, il fait partie de la boîte à outils DDD. Et il y a plein d'autres outils dans cette boîte, mais rien qu'avec celui-là, on est déjà capable d'entrevoir à quoi ça nous sert le DDD. Le DDD, il nous sert à avoir une compréhension plus importante de ce que l'on essaye de construire. Ok, je propose un truc. On citait avoir un vocabulaire en commun, les domain objects, les business objects, en tout cas des objets du domaine, peu importe comment on veut les nommer. Je te propose un truc, Alice. Cite-moi tout un tas de pratiques, énumère-moi tout un tas de pratiques, même si tu ne sais pas si ça appartient à DDD. Par exemple, tu pourrais très bien me dire faire des PR, faire des pull requests. C'est une des pratiques. Euh, Cite-moi quelques-unes comme ça et on va essayer de réfléchir à quels sont les intérêts de ces pratiques, voir si elles rentrent dans DDD ou pas. On va le faire à l'envers, ça te tente? Ouais, ça marche. Alors, il y a le TDD Bien qu'on sûr. fait pas mal. Je savais qu'il tomberait en premier celui-là, tu vois. Ok. Ah, Incroyable, je ne l'avais pas du tout vu venir. Ouais. bah, disons que c'est assez rare, je pense, une entreprise où tu fais en France, où tu fais TDD et DDD. Et du coup, oui, je comprends la surprise. TDD, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Keep it simple, stupid. Et Kiss, ouais. Ouais, le KISS. Il y aurait Dry, Ok. donc Don't Repeat Yourself, auquel je pense là comme ça. Tu avais dit tout à l'heure l'injection de dépendance, par exemple. Ouais, l'injection de dépendance, c'est vrai. Tu avais parlé également de business object. Ouais. Ouais. Est-ce que je te donne des indices pour aller plus dans les pratiques d'organisation? Est-ce que vous vous retrouvez de temps en temps pour parler de différents sujets communs? Oui, alors en effet, des rituels agiles qui sont mis en Mhm. place, donc rétro, démo, des délits. Ok. euh, D'accord. On va dire rituel. Ok. Il y a certains rituels qui vont rentrer dans le DDD, il y en a qui ne rentrent pas d'ailleurs, c'est intéressant. Ok. Là, on a cité pas mal de trucs. Je propose qu'on donne les définitions d'ailleurs. On va commencer par les plus simples, tant qu'à faire. KISS. Qu'est-ce que ça veut dire KISS? Keep it simple. Keep it super simple ou un simple stupid si on veut. Qu'est-ce que c'est que ce KISS là? bah, pour moi, KISS, ce serait le fait avant tout, devoir, enfin, que la lisibilité, alors c'est peut-être pas forcément que la lisibilité, mais c'est une forme de protection contre l'over engineering. Donc le fait de vouloir, en fait, il faut que l'implémentation soit la plus simple possible pour qu'elle soit déjà plus facilement maintenable et plus facilement lisible. Et je pense que c'est le principal principe qu'il y a derrière ça, mais on peut élaborer.
peut-être. Est-ce que tu penses que d'avoir dit hey, tout le monde, il faut qu'on garde ça simple, il faut que ce soit simple. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose et que c'est quelque chose d'activable? Après, est-ce que la simplicité peut dépendre aussi de la perception de chacun? Probablement. Ce grand concept de Cliff, là, il est remis en cause toutes les 5 minutes parce qu'il est pas clair. Mais comme d'habitude, on nomme les choses n'importe comment dans la tech. Et ce truc-là, je peux te dire que tu vas voir quelqu'un qui a fait de la grosse merde. Tu lui dis, ton truc, il est simple. Il dit, ouais, il est simple, mon truc, t'inquiète. Et ouais. Donc, en effet, l'intention était juste, mais comme d'habitude, l'intention est bonne. Et puis derrière, on a des principes qui sont difficiles à appliquer. Chacun a sa définition. Anthony, moi, toi et d'autres gens que tu connais n'auront même pas la même définition. Aussi déjà parce qu'elle est très locale, cette définition. Ok. Donc, il faudra définir ce que l'on entend par simple chez nous, pour nos contraintes localement. Tu as aussi parlé de Dry. Dry, c'est un de mes préférés, parce que c'est l'incompris du groupe. Qu'est-ce que c'est Dry? Ce serait d'éviter la duplication de code, donc éviter si possible de répéter plusieurs lignes de code à plusieurs endroits du code, dans le but, pareil, que s'il y a un changement à faire, bah, le faire de manière localisée. Ouais, je pense que c'est ça l'objectif, c'est plutôt de se dire, d'arriver à se projeter, de se dire si je dois amener un changement à cette feature ou à cette partie du code, est-ce que je suis sûre de ne pas avoir laissé trop de duplication partout qui va devoir nécessiter des modifications alors qu'une aurait pu suffire, quoi. Et si je te disais, déjà que je suis pas d'accord avec la définition, et que je te disais que malheureusement, ce que tu viens de prononcer comme définition, c'est celle que tout le monde continue de se répéter les uns aux autres, et ce n'est pas la bonne. Ok. C'est-à-dire que don't repeat yourself, encore une fois, c'est quelque chose qui est très mal nommé. Ce que l'on est, je vais donner un exemple pas absurde du tout. Imaginons que j'ai une ligne, je vais faire du JavaScript pour simplifier, on va dire j'ai une ligne qui fait const user égale, et là je vais chercher mon utilisateur dans un repository. Et un petit peu plus loin dans le code, à un autre endroit, j'ai const user qui va chercher dans le repository. Et puis à 7 endroits différents, j'ai const user qui va chercher ce user dans le repository. On va admettre que c'est un objet métier ou un truc métier. On s'en fiche. Bah, j'ai const user va chercher dans le repo un petit peu partout. Est-ce que je me suis répété? Oui, techniquement, oui. Techniquement, je me suis répété. Donc ça, c'est la preuve que la règle est mal nommée. Anthony sait où je vais aller avec ça. En fait, le dry n'a jamais voulu faire en sorte que le développeur ne répète pas du code. Le dry a voulu faire en sorte que le développeur ne répète pas de compréhension, de connaissance, de décision métier business. Par exemple, est-ce que je peux rentrer dans la boîte de nuit? Tu montres ton papier, il y a marqué tu as plus de 18 ans. Okay. Ailleurs dans le code, il y a marqué que pour rentrer dans la boîte de nuit, il faut avoir plus de 18 ans et avoir 50 € sur soi. Tu vois qu'on a maintenant un problème. C'est que la décision pour rentrer dans la boîte de nuit, qui est une décision métier, elle est à 2 endroits différents. On s'est répété, mais ce n'est pas le code qui a été répété, c'est la connaissance métier. C'est la C'est la règle. connaissance de comment rentrer. C'est la règle métier, comme on dit à l'époque. La business rule. La business rule, elle est dupliquée. C'est-à-dire que quand tu regardes ce code, tu n'es plus capable de savoir répondre à quand est-ce que je rentre dans la boîte, quand est-ce que je suis capable d'y rentrer dans la boîte de nuit. Ah bah ici il y a marqué ça et ici il y a marqué ça. Ok, eh bien ça c'est problème. On a dupliqué, on a repeat de la décision et de la connaissance métier. C'est Et, ça c- le réel problème de Dry. et ça, c'est quelque chose. Pourquoi est-ce que c'est un problème? Parce que si un jour tu as ton expert métier qui vient te voir ou ton product owner ou une personne en tout cas qui veut changer le code et qui te dit finalement, il ne faut pas avoir 50 euros, mais il faut en avoir 100. Et puis en plus de ça, il faut être accompagné par une personne. Et bien subitement, tu as deux endroits à aller modifier pour répercuter cette règle métier. Et le risque qu'il y a, c'est que tu oublies de la répercuter à un des deux endroits. Donc là, on a de la chance, c'est deux endroits, mais ça peut très facilement être à 3, 4, 5, 10 endroits différents. Maintenant, on peut dire quelque chose de drôle. Je vais commencer par dire quelque chose et je vais presque me contredire tout de suite après. Dry, le concept dry, qui est ne pas dupliquer de la logique métier,
n'appartient pas à la boîte à outils DDD. Par contre, c'est un des principes fondateurs de certains des outils de DDD. Le moment où on décide d'avoir un objet métier qui reflète cette règle fonctionnelle de rentrer dans la boîte de nuit, tu la veux qu'à un seul endroit, et cet objet métier va maintenant contenir cette règle métier. Alors, il existe des nuances à ce que je viens de dire, c'est-à-dire que des seniors qui m'écoutent se diraient « je comprends pourquoi il dit ça, mais il existe des nuances et des exceptions à ce que je viens de dire. Pour autant, en fait, on peut l'admettre comme une règle dans un premier temps. C'est-à-dire que je préfère te dire ne mange pas les petites boules rouges dans les arbres parce que communément, ça, c'est risqué. Ici, on est en train de dire l'instant où on a un seul endroit où cette règle fonctionnelle, où cette décision, cette connaissance fonctionnelle existe, alors on a respecté Dry et ça vient rentrer dans tout un tas de concepts de DDD, par exemple, les entités. Par exemple, les entités au titre métier, les agrégats, au passage, et tout un tas de bêtises comme ça. On va pouvoir les reciter. Donc, si on recadre encore, OK, Dry, super concept, il ne fait pas partie de la boîte à outils DDD, pour autant, il en est un principe fondateur de certains outils. D'ailleurs, je mentionne des entités, je mentionne des agrégats, tu as dû en entendre parler à un moment ou à un autre. En fait, les entités, c'est un concept que j'entends souvent. Je trouve que c'est ou alors c'est moi qui n'ai pas compris la définition, mais je trouve que c'est extrêmement compliqué à définir 100%. et les agrégats, pour moi, ce serait, bah, un objet qui porterait plusieurs objets, à l'intérieur, en fait c'est pas tout à fait la somme de plusieurs objets, c'est un peu plus que ça, c'est un ensemble composite avec Oh. des objets différents. C'est un bon départ. C'est un bon départ de définition. Commençons par entité. C'est très vrai. Déjà, Alice, tu as 100% raison. Le mot entité, c'est un mot que je trouve pourri. Encore une fois, bon, on va le répéter 1000 fois, mais les choses sont très mal nommées. À la base, la première fois de ma vie où j'ai entendu le mot entité, c'était sur des ORM pour définir ces data mappers qu'on avait avec la base de données. D'ailleurs, ces objets étaient malheureusement un amalgame de techniques et de fonctionnels. C'est-à-dire qu'à l'époque des grands bootcamps, c'est-à-dire post-2010, tu avais des tonnes de tutoriaux en ligne qui te disaient « Regarde, ce truc, c'est une entité ». Et en fait, à ce moment-là, tu te mets à faire des amalgames, c'est-à-dire qu'on appelle deux choses avec le même mot, ou même plusieurs d'ailleurs, plusieurs choses avec le même mot alors que ce n'est pas les mêmes choses. Quand on va parler… Ouais. C'est d'autant plus catastrophique parce que entité, c'est une définition spécifique dans le monde de la data et des ORM. C'est une autre définition spécifique dans le monde du domaine driven design. Mais là où la subtilité a tendance à être aussi un petit peu oubliée, c'est que c'est encore une troisième définition dans le monde de la clean architecture. Correct. Il y a souvent l'amalgame qui est fait dans les posts qu'on lit. Oui. Ouais. Les entités, ici, telles que l'on en parle, on ne parlera pas d'ORM. D'ailleurs, moi, j'ai déjà été dans des boîtes où je refusais d'appeler ces choses-là entités parce que je savais que ça allait foutre la merde sur la compréhension des gens et je les ai appelés des data mappers. On vient mapper de la data. C'est-à-dire que je change le vocabulaire pour influencer mon organisation au passage. Oui. J'irai pas dans ce sens-là, Anthony, t'inquiète. C'est bon, je vais pas faire une envolée organisationnelle là-dessus. Mais… Pas de problème. On va pas parler d'entité dans le type ORM. On va pas parler dans un premier temps d'entité au sens clean archi. On va en parler d'un point de vue purement domaine. On va dire une entité, c'est j'aimerais utiliser le mot encapsulation, mais on va y aller pas à pas. Une entité, c'est un regroupement de connaissances fonctionnelles. Tu as un domaine fonctionnel sur lequel tu travailles, dans le ferroviaire, ou dans un avion, ou dans une pizzeria, et puis tu as des objets dans ce domaine. Et ces objets sont souvent représentés dans des entités. L'agrégat dont on parle, il vient agréger tout un tas de choses. Il vient faire l'agrégateur de tout un tas de choses, dont des entités. L'agrégat, on vient lui rajouter différentes contraintes supplémentaires. L'agrégat, il a pour but de venir manipuler tout un ensemble de contextes connexes qui ont un intérêt d'invariant à être ensemble. Ce truc-là, je vais l'expliquer parce qu'il est un petit peu flou. Par invariant, on entend que son état à cet agrégat et aux entités qu'il possède
ne peuvent pas devenir invalides. Et si une donnée en nécessite une autre, donnée au sens métier, hein, si une entité en nécessite une autre ou qu'une entité nécessite un ensemble d'entités, alors elles sont regroupées sous l'agrégat et l'agrégat va maintenir l'invariant en place. Invariant veut dire cohérence dans un sens. On va le garder cohérent. On va prendre un exemple classique. On a un agrégat qui représente un cours donné à l'université, sur lesquels les gens sont capables de s'enregistrer en disant, moi, en fait, je veux participer à ce cours-là. On va dire qu'il existe un invariant qui dise, je ne peux pas avoir plus de 25 personnes dans mon cours. À ce moment-là, tu vois bien que si on essaye de manipuler cet agrégat, on a forcément besoin de vérifier à tout moment de la modification de cet agrégat et des entités qu'il possède qu'on a toujours moins de 25 utilisateurs dans le cours. On peut déjà commencer par ça. C'est invariant. Cet agrégat, pour le rendre invariant, il rentre aussi, il advient aussi un phénomène de ce qu'on appelle la transaction. Et encore une fois, les choses sont nommées un petit peu bizarrement parce que quand on entend parler de transactions, Alice, on pense souvent à des transactions de base de données. La réalité objective du terrain, c'est que les deux sont parfois amalgamés volontairement parce que ça a un intérêt pour nous, mais on va omettre la partie DB et on va juste partir du business. Le moment où je manipule un agrégat, je veux être certain que personne ne le manipule en même temps. Parce que je veux pas, sans faire exprès, avoir ajouté Anthony et Alice en même temps dans le cours et me retrouver avec deux visions, dont une qui n'est pas valide. Donc cet agrégat, il a juste pour but de protéger le métier qu'on a défini tous ensemble. Est-ce que l'agrégat fait partie, le business aggregate, est-ce qu'il fait partie de la boîte DDD? Bah ouais, il fait partie de la boîte à outils DDD. Souviens-toi, en fait, on parlait de langage ubiquitaire, ça a pour but de faire en sorte de représenter du métier de manière juste, de manière robuste, de manière cohérente avec le besoin. Bah, l'agrégat, en fait, c'en est un outil technique qui nous permet de maîtriser, qu'on n'est pas en train de perturber les invariants métiers. D'ailleurs, certains de ces invariants métiers peuvent être portés par les sous-entités au passage. Et je rajoute un dernier au passage. Les entités, en réalité, tu vas pas les manipuler directement, tu vas les manipuler à travers cet agrégat. Parce que c'est l'invariant de cet agrégat et de toutes ces sous-entités qui a pour intérêt d'être maîtrisé. Donc, ça fait beaucoup d'informations pour l'agrégat. Comment est-ce que tu le vois, du coup? Comment tu l'entends, tout ça? Est-ce que tu pourrais revenir sur la partie invariant de l'agrégat? Parce que je crois que c'est le truc qui reste flou pour moi dans ce que tu as dit, mais je veux bien que tu Ouais. reviennes dessus pour ma culture perso aussi. Le concept d'invariant, ça nous vient de ce qu'on appelle le design by contract. Ok. Donc déjà, je dirais à peu près dans les années 80, on se rendait compte que c'était important de formaliser un petit peu plus la façon dont on développe notre code. Ok. C'est-à-dire que lorsque tu vas écrire une fonction, donc que tu vas créer un comportement, tu vas vouloir citer quelles sont les choses qui doivent être vraies pour que cette fonction s'exécute dans de bonnes conditions et quelles sont les choses euh, qui vont aboutir à la suite de l'appel de cette fonction. Ok, donc ce qui doit être vrai, on les appelle des préconditions. Et la conséquence de l'appel de cette fonction, c'est ce qu'on appelle une post-condition. Et il y a un troisième concept, c'est celui d'invariant. Un invariant, c'est quelque chose qui doit être systématiquement préservé tout au long de l'exécution de cette fonction. Ok. Donc le concept d'invariant nous vient de là. Si on s'éloigne un petit peu de ces concepts-là qui sont techniques et qu'on revient au DDD, un invariant, c'est exactement la même chose. C'est une règle absolue qui doit être vraie en toutes circonstances. Ok. Dans le cas que Joey a cité, tu as une règle absolue qui est il ne peut pas y avoir plus de 25 personnes dans un cours. Ok. Ça, c'est une règle absolue pour une raison X ou Y, c'est à déterminer, mais ça a été déterminé à un moment donné dans le processus de compréhension du problème que cette règle-là devait rester respectée en toutes circonstances. Je Mhm. simplifie, on va dire en toutes circonstances. Ok. Et donc, du coup, tu vas avoir besoin de représenter cet invariant quelque part dans ton code.
Tu as plusieurs endroits où tu peux le représenter. Jusque-là, on a parlé de l'aggregate parce que c'est un des outils qui est littéralement conçu pour ce problème-là. Ok, donc tu as une salle de classe, on va dire, tu as un registre de personnes qui peuvent s'inscrire avec 25 slots. Tu ne veux pas pouvoir permettre à deux personnes d'écrire sur le registre en même temps parce que justement, tu prends le risque de te retrouver avec 26 personnes. Ok, donc ça, c'est l'aggregate. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais éclaircir sur cette notion d'invariant, c'est que les aggregates ne sont pas le seul outil qui permet de valider des invariants. Ok, il y en a plusieurs. On va pas les citer ici. Mais là où l'aggregate, pardon, est souvent l'outil utilisé pour mettre en place le respect des invariants, c'est parce que c'est l'un des outils qui permet de le faire avec le plus d'efficacité. Ok? Pourquoi? Parce qu'en fait, tu vas avoir une bulle, tu vas avoir on va dire, une boîte. On va reprendre l'exemple de la boîte de nuit qu'a cité tout à l'heure Joey. Et tu vas avoir un garde-fou devant l'entrée de la boîte. Et rien ne peut entrer ni sortir de cette boîte sans passer par ce garde-fou. Ça, c'est ta garantie que tout ce qui rentre et tout ce qui se passe à l'intérieur de la boîte de nuit est sous contrôle. Tu vois. La plupart des autres outils, malheureusement, ne t'offrent pas forcément cette garantie. C'est pour ça que l'aggregate est souvent considéré comme étant un outil assez important du domaine du event design. Mais je tiens quand même à un petit peu alléger cette importance. Il y a d'autres façons de gérer les invariants. Et si on repart sur un invariant, en effet, c'est quelque chose qui doit rester vrai. Et tu comprends comment maintenant c'est vachement pratique d'avoir dans la main, dans une variable, un agrégat. Déjà, on va rappeler que quand tu as un agrégat, il est valide. C'est pas possible de l'avoir invalide. C'est pas possible d'avoir un agrégat dans tes mains et qu'il soit invalide en termes de métier. C'est pas possible d'avoir un agrégat dans les mains où il y a plus que 25 personnes dans le cours. Ça rend les C'est choses pratiques. c'est un petit peu le pendant de l'invariant, c'est que lorsque tu as un invariant et que tu fais en sorte que la règle doit toujours être respectée, eh ben, par incidence, tu peux partir du principe qu'à tout moment dans ton code, si cet objet existe, il est dans un état qui est valide. C'est le pendant l'aboutissant. Tu Je me gagnes une souviens, espèce Tu élimines tout un tas de surprises parce que certaines choses ne peuvent pas se produire dans ton code. d'ailleurs, ça vaut le coup de mentionner quelque chose d'intéressant. Donc, l'agrégat, le business aggregate, son petit nom, il est dans la boîte des DD. Il nous permet de protéger les invariants métiers, entre autres. On va l'utiliser dans un contexte où on essaye de faire muter le système. On a quelque chose à faire sur un agrégat. Par exemple, s'enregistrer pour le cours. Il y a très souvent, en fait, on oublie ce côté write, mutation, commande de l'agrégat, et on voit des agrégats être poulés dans un contexte de read model ou ce genre de choses. C'est-à-dire que la personne se dit bon bah je vais aller chercher un agrégat, je peux le faire donc je vais le faire. Mais l'agrégat, il a comme objectif de sécuriser le métier. Quand tu vas lire de la data, il y a peu de chances que tu aies besoin de sécuriser ton métier. Donc c'est uniquement, encore une fois j'abuse mais volontairement pour simplifier, c'est uniquement en cadre de mutation ou de modification. Le moment où tu vas chercher de la donnée, tu n'en as pas vraiment besoin. Il y a un avant et après l'agrégat. D'ailleurs, certains diraient il y a un avant et après l'opération que tu fais sur l'agrégat. Et le avant et l'après sont tous les deux des états valides. C'est ça le côté transactionnel. On dit, je vais chercher mon agrégat, je suis le seul à pouvoir le toucher, encore une fois j'abuse, il y a une opération qui est faite, et après, je le libère. Le avant et le après, même s'il y a eu 150 opérations dans ton agrégat, le avant et le après, l'invariant est respecté. C'est le côté transactionnel de l'agrégat. Ok. Donc là, on a fait entity, agrégat, on a fait dry, on a fait kiss. On remonte et tu avais mentionné TDD. TDD, qu'est-ce que c'est le TDD? Alors, le Test Driven Development, qui consiste, alors qui n'est pas seulement une méthode test first, donc on va écrire le test d'abord, même si ça en fait pas, enfin, le test first fait partie du TDD. C'est plutôt une méthode où on va poser l'intention du code, je dirais, dans le test. Enfin, l'intention du code. On va poser l'intention dans le test
On va dire, bah, je veux écrire telle fonction, je veux qu'en sortie, il y ait ça, 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 ça. Donc, je commence par écrire le test qui va me retourner ce que j'attends. Et après, je vais coder l'implémentation qui va me permettre de passer ce test au vert. Alors après, je sais qu'il y a toute une méthodologie sur laquelle je suis pas experte, donc voilà, je sais qu'Anthony l'est beaucoup plus, donc je te laisse compléter. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que l'une des premières choses que tu as dit, c'est le TDD, ce n'est pas du test ou ce n'est pas que du test. Et ce qui m'attriste un petit peu, parce que justement, comme tu le dis, je parle beaucoup de ce sujet et ça fait maintenant un moment que je suis assez actif en France sur le sujet du TDD. J'ai l'impression que la plupart des développeurs ont un peu peur d'en parler, de dire test et TDD, de mettre les deux dans la même phrase. Et j'ai l'impression que ça sclérose un petit peu la discussion sur le TDD, ce qui est absolument dommage. Mhm. C'est vrai, je Parce suis d'accord que, avec toi pour le coup. Ouais. parce que tu vois, qu'on le dise, qu'on le veuille ou non, le test-driven development, ça implique des tests. Ok. Si on ne sait pas, si on ne pratique pas le fait d'écrire des tests automatisés, si on n'est pas compétent en l'écriture de tests automatisés, on ne peut pas faire de test-driven development. Ok. Ce sont deux skills qui vont ensemble. Sinon, dans ce que tu as dit, je n'ai pas, une fois de plus, grand-chose à ajouter. Oui, c'est une forme de test first. Le test first, c'est le fait d'écrire des tests avant d'écrire le code. Le test last, c'est le fait d'écrire le test, pardon, après le code. Lorsque l'on fait du TDD, on écrit les tests avant d'écrire le code, donc c'est une forme de test first. On va dire que la légère différence qu'il y a entre le test first et le TDD, c'est que Test First, c'est une catégorie qui est générale, le TDD en fait partie. Le TDD, c'est une approche qui est itérative et incrémentale, mais il y a des approches dans lesquelles tu vas écrire la liste de tests avant de commencer à développer. Tu vas poser les tests en amont. Quoi dire de plus? Je, je pense que tu es très précisément dans ce qu'est le TDD. Comme tu lui as dit, c'est une approche au développement. Et là où j'aimerais apporter peut-être ma nuance personnelle, c'est que pour moi, le TDD, c'est plutôt une approche au design. Enfin, c'est plus précisément une approche au design. Je voulais le mentionner et faire une parenthèse euh, de sens des mots. En fait, test, driven, design, c'est du design qui est provoqué par les tests. Donc c'est du design dont on parle. Les tests, c'est un détail. C'est ça qu'on utilise, c'est le comment. Le quoi, c'est le design. Donc le fait que du TDD ce soit du test first, c'est juste un effet de bord sémantique. Mm. Si on drive le design, donc l'objectif c'est le design par les tests, bah, par effet sémantique, c'est les tests qui sont faits en premier, mais c'est anecdotique. Mais j'ai une question pour toi, du coup, Joey, parce que je réalise assez récemment, parce que c'est des sujets qui m'intéressent énormément, particulièrement en ce moment. Qu'est-ce que le design? Alors, Tu vois? le, Parce le- que c'est bien de dire que le but du TDD, c'est de conduire le design à travers les tests, mais qu'est-ce que le design? en vrai, je, ouais, je pense pouvoir y répondre simplement. Le design, c'est comment faire. Le design, c'est le comment. J'ai un objectif et il va y avoir différents comment possibles. Dans le code, admettons, on va avoir différents comment. Comment le code va s'organiser pour répondre à mon problème, à mon besoin. Et ces comment peuvent avoir différentes formes. Le design, soit on le voit comme le résultat d'une construction du code qui a donné un état du code, et donc ce qu'on appelle design, c'est le résultat, c'est le code, c'est le résultat. Soit design, on le considère comme la réflexion, donc un processus qui va mener à fabriquer du code. Par exemple, quand on est dans un processus métier, processus de réflexion sur nos besoins, etc., on va fabriquer un modèle mental et réfléchir sur ce modèle mental et ce modèle business pour ensuite essayer de le représenter dans le code au mieux, avec
des mots du métier, des entités, des agrégats potentiellement, etc., etc. Si on voit la définition de design comme l'état des choses, on pourrait très bien dire, j'ai randomisé mon code dans tous les sens, mais j'ai les tests qui disent que tout passe bien. Mon design est là. Est-il bon? Je sais pas. Probablement pas. Mais en tout cas, c'est un design. C'est un design par le hasard, quoi. Un design très intelligent. Je dirais, alors la première chose qui m'est venue en tête lorsque tu as dit le design, c'est le comment, c'est je ne suis pas d'accord avec toi, Joey. Mais très bien. Mais après que tu aies développé, je dirais qu'il y a des parties sur lesquelles je te rejoins et d'autres parties sur lesquelles je ne te rejoins pas forcément. Mais je pense que pour moi, le point sur lequel je suis le plus en désaccord, c'est lorsque tu dis que le design, c'est le comment. Parce que pour moi, le comment, c'est ce qui se passe en dessous du design, tu vois. Lorsque tu vas faire du TDD, ce qui va t'intéresser, c'est de mettre en place l'intention. C'est de dire, en fait, non pas comment est-ce que je veux faire quelque chose, mais qu'est-ce que je veux obtenir. En fait, pour moi, c'est plutôt le quoi. Le design, c'est qu'est-ce que l'on cherche à faire, quel résultat est-ce qu'on cherche à obtenir. Tu vois, donc du coup, tu as ton design, on va dire, qui est là, à partir d'une barre horizontale. Et la partie au-dessus, c'est la partie émergée, pardon, de l'iceberg, celle qui est visible. Celle sur laquelle tu vas avoir l'intention, l'abstraction, tu vois, ce que j'essaye de faire dans ce système. Et en dessous de cette abstraction, tu vas avoir le comment, qui parle justement de comment est-ce que l'on solutionne ce problème, comment est-ce que l'on met en place les choses pour obtenir ce résultat. Pour moi, c'est ça la barrière qui distingue le design, donc la partie émergée, de l'implémentation qui est en dessous. C'est pour ça que moi, j'aime parler de test-driven design, parce que lorsque je vais faire du TDD, je vais m'adresser à l'interface publique d'un objet. Cet objet, ça peut être une toute petite classe qui est très profonde, ou alors ça peut être tout un système. Ok. Ça peut être dans un cas pardon, où je vais un peu exagérer le principe, mais ça reste un cas qui est vrai. Ça peut être une API HTTP. Je peux m'adresser depuis l'extérieur d'une API et m'adresser à l'interface de cette API, ok, qui sont les HTTP post avec les verbes, etc. Tu vois. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est ok, à quoi va ressembler euh, l'interface parfaite qui va m'aider à arriver au résultat auquel je veux arriver. C'est ce qu'on appelle le programming by wishful thinking. Donc tout le process du TDD, c'est de dire, voilà, j'ai une boîte noire, j'ai quelque chose, je ne sais pas ce qui se passe à l'intérieur, mais lorsque je lui envoie des stimulus spécifiques, lorsque j'appuie sur certaines combinaisons de boutons, je veux obtenir ces résultats-là. Et je vais avoir peut-être 5, 10, 15 tests différents qui vont chacun dire sur ces stimulus, j'ai ce résultat. Et le fait de rajouter ces différents tests va pousser l'implémentation du code à aller dans une direction. Mais l'implémentation de ce code-là reste toujours un détail. Ok. Voilà sur le point sur lequel je dirais que je ne suis pas d'accord. En disant le comment, je savais que l'amalgame serait possible entre le métier versus technique, domaine Ouais, versus infra. Ce n'est pas ouais. l'amalgame que je voulais. Je ne voulais pas parler de cet amalgame. Ok. Je parlais du comment en termes le code. C'est-à-dire que les intentions dont tu parles, qui sont Ouais. représentées dans les tests en TDD, ce sont en effet des intentions fonctionnelles et on vient toucher une boîte noire. Ouais. Ce qu'il y a en dessous de cette boîte noire, ce que souvent j'appelle la barrière fonctionnelle, la frontière fonctionnelle. D'ailleurs, c'est pas moi qui l'appelle comme ça, ça s'appelle la frontière fonctionnelle. Je veux pas apporter les fruits de quelque chose qui n'est pas bien. Et au-delà, on ne sait pas comment c'est fait exactement, mais on sait qu'on va designer le métier à travers nos intentions. Ok, mais C'est ça. le comment à l'intérieur peut être multiforme. Il peut être de plein de formes différentes. Et c'est ça que j'appelle le comment. Ce que j'appelle le comment quand je parle du TDD, ce n'est pas ce que j'appelle le comment quand je parle de Cleanarchy. Ok. Donc, je vais trouver un compromis et je vais dire le design, c'est l'ensemble des contraintes qui rendent facile et évidente ce qui est souhaitable et qui rendent difficile et compliqué ce qui est dangereux. Moi, j'aime beaucoup.
Non, non, j'aime beaucoup. Si je peux me permettre de rajouter quelque chose, donc vraiment d'additif à ta définition, je dirais que le design, ça permet de séparer ce que l'on désire être flexible de ce que l'on désire être plus rigide. Ouais, c'est facile, compliqué, dangereux, c'est Voilà, ça. c'est-à-dire il y a des choses qui doivent rester stables et il y a des choses qui doivent rester malléables. Ok? Il y a des choses que l'on veut pouvoir changer facilement et il y a Mhm. des choses que l'on veut pouvoir garder stables. Je vais donner un exemple de ce que j'entends par design. C'est un truc que j'utilise très souvent en ce moment. Ouais. Euh, Alice, j'ai une application où il y a différentes organisations complètement indépendantes les unes des autres qui utilisent mon application. C'est très commun d'ailleurs, hein. On appelle ça du multi-tenant. Multi-tenant, c'est quand un tenant, c'est une entité complètement indépendante des autres qui interagit avec ton système et elle a son univers dans ton système. Et puis il y a un autre tenant qui a son univers. C'est-à-dire que moi j'ai 35 clients, mes 35 clients, chacun d'entre eux, chez moi, est un tenant. Le moment où j'ai un utilisateur de mon client A qui tente d'accéder à de la donnée, ce serait très dommageable et très dangereux et très négatif qu'il arrive à accéder à de la donnée d'un autre tenant. Si moi Mhm. je travaille chez tel fast-food et que ils arrivent à accéder à de la donnée d'un deuxième fast-food, c'est vraiment très dangereux. J'ai fait d'ailleurs ce qu'on appelle une faille de sécurité au passage. C'est une des grandes catégories OWASP. Le fait est que j'aimerais, by design, que ce soit pas possible. Je ne veux pas que mes développeurs, sans faire exprès, ils aient réussi à choper de la data. Je veux que les gouttières et les barrières soient là de manière à ce que même s'ils sont complètement fatigués ce jour-là, ils ne puissent pas se tromper. By design. By design, mon système, je l'ai conçu de manière à ce qu'il ne puisse pas aller récupérer un autre tenant. Il il y C'est a ça le aussi design. une définition qui traîne beaucoup et qu'on retrouve en fait dans pas mal de livres qui n'ont pas forcément de lien entre eux, qui dit que le design, c'est ce qui est difficile à changer. C'est ce qui est coûteux à changer. Ce sont les décisions qui ont été prises qui sont euh, difficiles à remettre en question et tout simplement à changer en fait. Alice, tu parlais de TDD. Est-ce que TDD, tu penses, fait partie de la boîte à outils DDD? Et pourquoi ce serait le cas? Je vois pas forcément de lien évident, là, comme ça, entre les 2 pratiques. Je vois très bien comment on peut intégrer les 2 en même temps et pourquoi on voudrait pouvoir le faire. Hem, Étant donné que, là, je vous entends parler de design depuis tout à l'heure, j'ai presque envie de poser la question si le design, c'est pas l'intention finalement. Est-ce que c'est pas ça? Est-ce que du coup, heu le domain driven design, ce serait, bah, être, très clair, enfin, vous parliez, de ubiquitous, language, tout à l'heure. Est-ce que c'est pas une manière le TDD, est-ce que c'est pas une manière d'être encore plus enfin, d'être, clair sur le langage qu'on utilise à l'intérieur du code, finalement? Et c'est là que je vois, les la convergence possible entre les 2 pratiques, en fait. Je vais laisser Anthony réagir, mais j'aurais tendance à dire non. J'aurais tendance à dire que je veux pas faire l'amalgame. Je peux comprendre pourquoi est-ce que tu dis ça, Lise. J'ai tendance à être d'accord. Le domaine driven design, c'est... d'ailleurs, je n'ai pas vraiment donné ma définition de ce qu'est le domaine driven design. Euh, c'est, pour citer Eric Evans, une approche à la modélisation logicielle. Et lorsqu'on parle de modélisation, effectivement, on parle de design. Et comme tu le dis, tout l'intérêt du domaine driven design, c'est de se construire une compréhension partagée du problème que l'on est en train de résoudre. Et cette compréhension partagée, elle passe de prime abord par la création d'un langage, qu'on parle tous la même langue. Ok. Et dès l'instant où on va parler le même langage, automatiquement, on va se créer un modèle. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui est important, c'est la notion de modèle. Jusqu'ici, on n'en a pas parlé. Un modèle, c'est une conception de la problématique que l'on est en train de résoudre. C'est-à-dire
que l'on va prendre le problème dans sa complexité, mais on va isoler ce qui n'est pas important pour résoudre ce problème. Et donc, du coup, l'idée du domain-driven design, c'est de refléter ce modèle qui est issu d'un travail commun avec tous les parties prenantes de l'application, les experts métiers, les développeurs, les utilisateurs, etc. Et de le refléter tel quel dans le code et de s'en servir comme base du design. Qu'est-ce que cela signifie? Ça signifie que, in fine, le design est construit littéralement autour du langage et de l'intention qui a été mis dans le modèle. Ok. Donc tout ce que l'on se raconte lorsqu'on parle de la problématique, c'est posé texto dans le code. Donc du coup, ça constitue le design du code. Voilà en gros ce qu'est l'essence du domain-driven design. Donc pour moi, ce que tu dis me semble plutôt cohérent et j'ai tendance à dire que je suis plutôt d'accord avec ce que tu as dit. Ça fait partie d'un tout. Pour ce qui est du test-driven design slash test-driven development, comme tu l'as dit, ça synergise bien avec le domain-driven design parce que ça permet de développer de créer le design de cette application. D'ailleurs, faire du TDD n'implique pas nécessairement de découvrir le design au fur et à mesure. On peut faire du TDD en ayant déjà le design en tête. Mais je dirais que ça permet de concevoir ce design au fur et à mesure que le besoin se fait ressentir. C'est-à-dire, le TDD, l'une de ses plus grandes forces, c'est que ça nous permet de ne pas coder plus que ce qu'on a besoin à un instant T. Ok. Pour moi, c'est ça qui synergise le domain-driven design avec le TDD. On va faire du domain-driven design, on va poser la problématique dans toute sa complexité, mais on va procéder à un développement itératif dans lequel on va développer au fur et à mesure. Voilà où je vois la synergie. Après, je pourrais aller plus loin et parler plus spécifiquement de Behavior-Driven Development, le BDD, qui s'apparente beaucoup au TDD, mais qui pour moi est beaucoup plus proche du domain-driven design que le test-driven development. Mais ça, je pense que c'est un débat à part entière. Et du coup, là-dessus, je vais laisser la parole à Joey. Je pense que c'est pas juste de dire que le design, c'est l'intention, parce que le design, il se construit basé sur l'intention. L'intention, c'est un ensemble de demandes fonctionnelles. On applique ce que tu appelais des stimuli, Anthony, on vient toucher au système et on a des intentions sur ce système. L'intérieur de ce système est designé. Ce design, c'est un mélange le résultat des intentions et d'une intelligence collective de tout un tas de méthodes de représentation du métier d'un point de vue technique. TDD ne te dira pas fabrique un agrégat. TDD, il interagit avec ton système à la barrière fonctionnelle. Donc, c'est pour ça que je ne préfère pas faire l'amalgame. Quelque part, tu vois, on a tendance à croire dans la conversation qu'on vient d'avoir là que Anthony et moi ne sommes pas d'accord, mais c'est pas une question d'être d'accord ou pas sur ce sujet-là, c'est plutôt quelles seraient les conséquences à croire qu'il y a un amalgame ici. Moi, ça me plaît pas. Je vois pas de bonnes conséquences à faire l'amalgame. Je préfère qu'on dise il existe A, B, C, D, E, F plutôt qu'on dise il existe l'alphabet. Le truc que je rajouterais sur TDD, c'est quelque chose que les gens qui ont fait du test first réalisent avec le TDD la toute première fois, c'est qu'il y a une inversion de dans quel sens faire les choses. Le test first, il a tendance à te faire raconter une histoire telle que tu imagines le code dans ta tête. C'est-à-dire que toi, tu sais que on va même pas parler de DDD ou d'objets ou de trucs machin, on va juste dire tu as une grosse fonction, ça répond à un besoin fonctionnel. Et tu sais que dans ta fonction, il y a, alors si je suis pas autorisé, c'est mort. Si j'ai pas 18 ans, c'est mort. Si j'ai pas 100 balles sur moi, c'est mort. Et en fait, quand tu fais ton test first, tu as tendance à écrire tes tests en disant, OK, donc en fait, je vais checker que je suis pas autorisé.
Ah, ok, c'est bon, cool. Je vais checker aussi que j'ai plus de 18 ans, moins de 18 ans et que ça me sort. Ok, cool. Le TDD, il fait l'inverse. Le TDD, il dit tout va bien, godlike, tu rentres dans la boîte. Est-ce que je suis capable d'en rentrer dans la boîte? Ouais, t'es rentré, c'est bon. T'es rentré, quoi. Tu passes, le test il fail, tu roules, ton code y répond, il devient green. Bon, bah très bien, j'ai réussi à rentrer dans la boîte. Parfait. Happy path. Et puis là, tu dis, hop, 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 hop. Je crois que tu peux pas rentrer quand tu as moins de 18 ans. Ah, ok, bon, j'ai moins de 18 ans. Ouais, c'est le cas, c'est bon. Il est rouge, il passe au green parce que je l'ai codé. Cool, ça marche. Et du coup, il y a une inversion. Tu commences déjà par tout ce qui t'arrange. Tout ce qui t'arrange. Et ça te permet, au passage, de ne pas accumuler ni de la charge de toutes les règles que tu dois respecter dans ta tête, ni de repousser à plus tard le moment où tu peux déjà livrer de la valeur. Et livrer de la valeur, je vous passe la définition. Je suis pas en train de dire forcément envoyer en prod, je suis en train de dire prenez votre définition locale. Par exemple, j'accepterai la définition locale de envoyer de la valeur, c'est bon, je peux aller déj parce qu'en fait, j'ai déjà fait ces trucs-là, donc c'est bon. J'ai envoyé mon code, je l'ai poussé, ça vaut. Apport de valeur. Et donc, petit pas par petit pas, on vient complexifier. On ne commence pas par la complexité. On ne commence pas par tous les cas les plus pourris et les plus déviants. On commence par les cas les plus simples, ce qui fait qu'on est capable d'accélérer. Et le moment d'ailleurs où tu as tous tes cas les plus simples qui se sont complexifiés au fur et à mesure d'ajout de cas déviants, bah, rajouter un nouveau cas déviant, c'est tout aussi simple. C'est ça qui est très agréable quand on passe de test first à TDD. C'est un petit peu comme un jeu vidéo finalement où tu vas faire le premier niveau, tu dis bon bah je vais jouer en facile donc finalement c'est assez simple. Je vais faire le deuxième niveau qui va être un petit peu plus compliqué. En fait, quand tu fais du TDD, tu vas en complexité croissante ou plus précisément tu rajoutes du détail. C'est comme si tu faisais du dessin. Je ne sais pas si tu as déjà fait du dessin, si tu t'es formé au dessin. Tu commences toujours par dessiner le squelette général et puis après tu rajoutes un petit peu les contours, les formes et puis après tu rentres dans le détail du visage, etc. Tu le fais de loin du large vers le détail. Et donc, à la question, est-ce que le TDD est, en fait, tu as esquissé une réponse tout à l'heure, Anthony, est-ce que le TDD fait partie de la boîte à outils oui, est-ce que le TDD fait partie de la boîte à outils DDD? La réponse est non. Mais par contre, la connivence qu'il y a entre le TDD et le DDD est monstrueuse. C'est-à-dire que euh, peu sont les gens qui te vendent du DDD et qui ne seraient intolérants du TDD. Je n'en rencontre pas en fait. Tu serais surpris. Ah, bah, moi, je ne demande qu'à être surpris. Tu Moi, j'aime bien. serais très sincèrement là où, en France, en tout cas, de l'expérience que j'ai, le domaine driven design va très souvent avec le test driven development. À l'international, ça n'est pas forcément toujours le cas. Mm. Par contre, il y a une pratique qui n'est pratiquement jamais remise en question, c'est le behavior driven development. Ah ouais. Et de ce Ouais. côté-là, je ne sais pas si on va avoir le temps d'en discuter. Je pense qu'il faut qu'on passe à la cleanarchie, ça c'est sûr. Je pense qu'on va s'arrêter d'ailleurs sur la clean architecture. Mais le behavior driven development, c'est quelque chose de très différent du TDD. Il y en a qui vont dire que c'est le TDD done right. Moi, je pense que c'est quelque chose qui est dans une dimension complètement parallèle, même si, in fine, à la fin, on a plus ou moins le même genre de output. Le BDD, par contre, a tendance à faire partie du domaine driven design. Alice? Je lâche une bombe. Ah bah, il dit les termes. Il dit les termes. J'ai On va lâché se une faire tomber bombe. dessus encore là. J'ai lâché la bombe. On va se prendre une vague d'experts. Ce Ouais, sera un sujet, honnêtement, je serais très très chaud pour, sur un prochain sujet, parler du behavior driven development. moi aussi. Alice, sautons vers la cleanarchie. Qu'est-ce que c'est que cette cleanarchie dont on parle? Tu disais, il y a un découpage sous forme de couches. Il y a une couche applicative, une couche domaine business et une couche infrastructure. De quoi il s'agit exactement? Bah, j'aurais tendance à penser que donc on a 3 couches, tu viens de le rappeler. Une couche applicative, qui, serait, dans ma compréhension, heu
Je sens que je vais pas être très précis sur les termes, mais bon, On est là pour ça. voilà, je vais y aller comme ça. Qui serait le passe-plat, on va dire, entre le back et le front. Donc c'est là où on va avoir nos contrôleurs, etc. On aurait une couche domaine où on va avoir de la logique métier et on va avoir aussi donc les appels à la couche d'après qui est la couche infrastructure. Et la couche infrastructure, elle, s'occupe des requêtes à la base de données typiquement. Et donc l'idée, c'est de maintenir trois couches de cette manière-là et que j'aurais du mal à expliquer le sens des dépendances. Enfin, la couche infrastructure peut pas être dépendante de la couche domaine ou de la couche applicative. Par contre, on pourrait remonter les dépendances dans l'autre sens. On va avoir une couche applicative qui va appeler la couche domaine et cette couche domaine va appeler la couche infrastructure. Et, voilà. Et j'aurais d'autres questions là-dessus, justement, sur ces dépendances entre couches à poser éventuellement après. Alors, si tu m'y autorises, Anthony, si tu m'y autorises, avant même que tu sautes dans le sujet, je te laisse la parole, excuse-moi. J'aimerais dire, Alice fait quelque chose de fantastique et j'aimerais que tous les juniors qui nous écoutent retiennent exactement ce que je vais vous dire. C'est vraiment très important. Alice, tu disais qu'avant, tu étais professeur. Je pense que ça te vient de là, ce que tu es en train de faire, et ce qui est quelque chose de très, très rare. Tu es en train de raconter une histoire. Tu sais que tu vas dire des bêtises, et pourtant tu les dis. Je vous demande à tous, juniors comme seniors, de systématiquement raconter l'histoire que vous avez dans la tête. Parce que je ne sais pas ce que vous avez dans la tête. Et tant que je ne sais pas ce que vous avez dans la tête, personne ne saura si vous avez raison ou tort. C'est fantastique d'entendre un junior qui dit « Voici le topo, voici comment ça se passe », pour qu'ensuite on puisse dire « Attention, il y a une incompréhension sur ce que tu viens de dire ». On n'est pas capable de corriger tant que vous racontez pas l'histoire. Je reformule ce que je viens de dire parce que c'est vraiment très important. Le junior qui se dit je ne vais pas raconter l'histoire que j'ai dans la tête parce que j'ai des doutes, parce que j'ose pas, parce que je pense que j'ai pas tout compris, c'est le pire des moves que vous puissiez faire. Vous allez garder ce silence pendant des années et dans 6 ans, on se recroise, vous l'avez toujours pas parce que vous avez jamais osé dire ce que vous aviez dans la tête. Alors que dès le premier jour, si vous m'aviez dit il y a A qui dépend de B, il y a C qui dépend de D, et que je vous dis, oh attention, attention, tu viens de dire quelque chose qui n'est pas vrai dans la clinarchie, alors on est capable de très très vite corriger le tir et d'apprendre tous ensemble. Là, ce que vient de dire Alice, par exemple, dedans, il y a des fautes. Les couches sont inversées dans les dépendances. On va tout reprendre de zéro. Mais souvenez-vous, racontez ce que vous avez dans la tête. Je ne veux pas que vous restiez silencieux. Donc, félicitations Alice au passage. Moi, j'aime beaucoup qu'on raconte ce qu'on a dans la tête comme ça. C'est le meilleur moyen de progresser. Et là, je laisse la parole à Anthony. Pour rebondir sur ce que tu disais, Joey, il n'y a pas de question stupide, il n'y a que celui qui ne sait pas. Donc, si je peux me permettre, Alice, j'aimerais partir d'une feuille blanche pour essayer de te proposer un modèle de ce qu'est la clean architecture qui soit simplifié, qui reparte de zéro. Ok. La clean architecture, ça vient de l'architecture hexagonale. Est-ce que tu connais? Est-ce que tu en as entendu parler? J'en ai entendu parler, mais je connais assez peu. Ok. Donc l'architecture hexagonale, avant de s'appeler comme ça avait un autre nom. Ça s'appelait port et adapteur. Pour moi, clean architecture et architecture hexagonale sont trompeurs parce que ça met le zoom sur le mauvais sujet. Ça nous fait croire que, tiens, j'ai mis en place une clean architecture ou j'ai mis en place une architecture hexagonale. Euh, pour moi, c'est passer à côté de ce qu'est l'architecture en général. Port et adapteur, par contre, c'est ce qu'on appelle un pattern architectural. Ok. Donc, c'est une solution, une technique architecturale. Et à la base, ce qu'on va maintenant appeler la clean architecture, c'est tout simplement une technique d'architecture. Il y en a plein d'autres, mais c'est une technique parmi tant d'autres. Cette technique, elle nous dit quoi? Elle nous dit tout simplement, on a un cercle, on a un intérieur et on a un extérieur. Tout simplement. Ce que tu as à l'intérieur, ça va représenter
ton application dans son langage métier, ce que fait ton application, en mettant de côté tous les détails de est-ce qu'on va récupérer quelque chose dans une base de données, est-ce qu'on va aller sauvegarder ça sur un serveur tiers, est-ce qu'on va afficher de l'UI, etc. Tout ça, ça n'a aucune importance. Tu es dans une bulle dans laquelle tu as ton code métier qui a de la valeur métier. Ok, ça c'est l'intérieur. Et à côté, tu as l'extérieur. Ce sont des plugins, en fait. C'est-à-dire que tu peux, une fois que tu as ton socle central, connecter ce socle central à une base de données SQL, du MongoDB, tu peux le connecter à un système événementiel, à de la WS, etc. Tout ça, c'est quelque chose que tu peux faire librement. Et donc, du coup, dans son essentiel, la clean architecture et le pattern port et adapteur, c'est exactement ça. C'est j'ai un intérieur dans lequel j'ai le code le plus important, le code métier, et j'ai un extérieur dans lequel j'ai le code infrastructurel. Et je peux effectivement switcher ce code infrastructurel de la façon dont je le veux. Comme tu l'as dit, ça a plusieurs avantages. Le premier, c'est que effectivement, ton code métier, ton socle intérieur devient facilement testable parce qu'il n'est plus dépendant de ce monde extérieur qui, lui, est très difficile à tester. Tu peux mettre tu peux plugger d'autres choses à l'intérieur de ce qu'on appelle l'hexagone de l'intérieur pour pouvoir justement tester comment est-ce que ça réagit lorsque tu envoies des stimulus à l'intérieur. Ça, c'est un des premiers points. Le deuxième point, c'est que du coup, ton code métier est nettoyé de sa dimension infrastructurelle. C'est-à-dire que lorsque tu vas consulter ton code métier, tu vas voir uniquement du langage métier. Tu n'as plus les détails de, tiens, là, je dois faire une requête SQL, là, je dois renvoyer de l'HTML, etc. Tout ça, c'est mis de côté. Ce qui fait que tu as un code métier qui est épuré, qui est plus facile à comprendre. Et le troisième avantage qu'il y a à avoir cette approche, c'est que tout simplement, les raisons pour lesquelles ton intérieur va changer sont différentes des raisons pour lesquelles ton extérieur va changer. Ok, c'est ce qu'on appelle l'orthogonalité. Ton infrastructure va changer pour des raisons différentes de ton métier. Tu peux garder le même métier, mais passer par exemple de PostgreSQL à MySQL. Un tel changement ne devrait pas avoir d'impact sur ton métier. Ça n'a aucun rapport, tu vois. Tu vois, voilà, donc ce sont les trois avantages qu'il y a aujourd'hui à faire de la clean architecture. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça t'aide à avoir une vision un peu plus claire de ce qu'est la clean architecture? Oui, alors enfin, je comprends que tu as, en fait, tu as 2 gros ensembles dans ce que tu dis. Tu en Mhm. as pas forcément 3. Ça va être, donc ça va être un cœur métier et une couche qui va, prendre autre chose, donc qui va prendre, toute, l'implémentation, quoi. C'est ça. Tout ce qui n'est pas métier. Tout ce qui n'est pas métier, en fait. Ouais, voilà, c'est Exactement. ça. Et il y a un quatrième avantage que j'ai oublié de citer et pourtant qui est extrêmement important, c'est que puisque ce cœur métier qui contient la valeur essentielle de ton application est indépendante des détails d'infrastructure. Tu peux la coder en premier, tu peux la démontrer en premier, tu peux faire une démonstration sans même avoir fait de connexion. Pourquoi est-ce que c'est extrêmement puissant? Parce que du coup, tu peux coder un premier prototype très rapidement démontrable de ce que tu Ouais. essayes de faire, que ce soit dans le front, dans le back ou en full stack. Donc du coup, tu peux tester la valeur ajoutée de ce que tu développes à des testeurs, des utilisateurs ou des personnes qui ont la connaissance, qui savent ce qu'ils veulent, et tu peux avoir un feedback extrêmement rapide là-dessus. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter là-dessus, Joey? Le coût du prototype rapide. T'entendras souvent des gens qui disent que la clean archi, c'est très compliqué pour pas grand-chose, et t'entendras des gens dire que cette complexité, prétendue d'ailleurs, parce que ce n'est pas le cas, euh, amène un coût et donc un temps plus long de construction des choses. Ce n'est pas vrai. C'est littéralement l'inverse. Le moment où je te dis, il existe quelque chose que j'appelle arbitrairement technique et quelque chose que j'appelle arbitrairement fonctionnel. Toi, tu fais tout, moi, je ne fais que l'un des deux. Par définition, je fais moins que toi et donc je suis plus rapide. Par évidence.
C'est une évidence. C'est-à-dire que A plus B est plus long que juste A. C'est une évidence mathématique. C'est même pas une question de prototype ou quoi que ce soit, c'est en effet valider ton métier le plus rapidement possible. J'ai fait une blague dans un des podcasts précédents, Anthony, qui disait, il y a un founder qui vient voir un tech et qui lui dit, hey, j'aimerais savoir si on peut vendre des pommes en Allemagne. Et le tech lui répond, tu sais quoi, laisse-moi 2 à 3 semaines et je te monte un plan Kubernetes. Mais dans quel monde on vit, en fait? Le founder, il va payer 3 semaines sans quelconque livraison de valeur jalonnée, journalière potentiellement dans le meilleur des cas. Non, le founder, il voulait répondre à une question. La question, c'est est-ce qu'on est capable de vendre des pommes en Allemagne? Et le mauvais tech lui a dit, bah, je te monte une infrastructure AWS, etc. C'est pas le bon niveau de réponse. Et Je me permets juste, j'ai un cinquième avantage qui me vient en tête, et celui-là, il est un petit peu anecdotique, parce que c'était en 2020, 2019, je crois, je sais plus, je bossais sur un projet. Et moi, j'habite à la campagne, et à ce moment-là, je n'étais pas encore desservi par la fibre, j'étais en ADSL. Et j'ai eu une coupure d'Internet pendant toute la journée ce jour-là. Eh ben, une personne qui ne travaillerait pas en clean architecture, sur le front par exemple ou sur le back, aurait beaucoup de mal à avancer parce que justement, tu peux avoir des dépendances, tu peux avoir besoin de te connecter à un serveur AWS pour aller chercher un fichier sur S3 par exemple. Moi, j'étais en clean architecture, j'avais un faux système de fichiers externe et je n'avais absolument aucun problème à développer la feature que j'avais développée ce jour-là. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'étant donné que tu es pluggable, tu peux travailler en isolation, en mode avion, dans le train, dans l'avion, de partout, sans avoir d'accès à Internet, et quand même apporter de la valeur. Parce que, in fine, ce qui te restera à faire, quand tu auras fini de développer ta feature, c'est passer une demi-heure, 1 heure ou 2 heures à coder le petit morceau de plugin qui va aboutir la feature que tu avais développée. Et j'en rajoute un par-dessus encore plus. C'est-à-dire que le côté plugin dont tu parlais tout à l'heure, Anthony, c'est-à-dire qu'on a un cœur métier et on vient brancher des choses dessus. La couche métier est au centre et tout dépend de la couche métier. L'infra dépend du métier, le métier n'a pas le droit de dépendre de l'infra. Le métier, c'est du pur métier, il comprend pas comment sont faites les choses, au-delà de la frontière fonctionnelle. Et on va donc parler de la frontière fonctionnelle. Ce cercle dont on parle, c'est ça la frontière fonctionnelle. Il y a des choses qui rentrent dans ce cercle, et à un moment, tu te dis, ouais, mais les gars, à un moment, il faut bien que j'aille chercher de la donnée. Il faut bien que j'aille la prendre dans la DB. Eh bien, c'est ça qui est fort. C'est-à-dire que tu as une intention décrite à travers un contrat dans ton métier qui dit, hey, que quelqu'un me donne un moyen d'aller chercher cette donnée. Et les appelants, dans la couche infrastructurelle, diront, pas de problème, corps domaine. Voici comment aller chercher ta donnée. Et tu vois bien que c'est toujours l'infra qui s'occupe du comment. Il y a en effet une intention, mais elle se voit donner le comment. Elle ne sait pas que c'est du Postgre. Elle ne sait pas que c'est du Mongo. Le dernier avantage que je voulais citer, c'est tu es donc maintenant capable d'avoir différents comment en parallèle. Hey, on est sur une API SOAP, c'est bien n'importe quoi, on aimerait changer, pour de bonnes ou de mauvaises raisons. On aimerait passer en REST. Ainsi soit-il. Si tu es en clean archi, c'est un travail trivial. Tu dis juste, hey, à cet instant-là, j'injecte un comment SOAP. Excusez-moi pour le mot injecté au passage, on va dire, je plug un comment SOAP, et puis de l'autre côté, ailleurs, dans une couche, je plug une couche REST. Mon corps fonctionnel, il ne sait pas. Il s'en fout. Il fait du fonctionnel. Et donc, on est capable d'avoir des tonnes de choses. Il n'y a pas longtemps, on a tous entendu parler, par exemple, des serveurs MCP. Serveur MCP, c'est un moyen pour que tes LLM, ils aillent consommer en fait des tools dans ton backend. Je vais simplifier. Et ben, moi, j'ai vu ça et je me suis dit, est-ce que ce serait compliqué chez moi de rajouter un MCP 10 minutes. Je l'ai fait en 10 minutes parce que mon métier était déjà là, mon corps était là. C'est-à-dire que j'ai une route HTTP qui était déjà là avant, qui consommait mon métier ou qui interagissait avec. Et à côté de cette couche HTTP, j'ai dit, j'ai maintenant une couche MCP qui interagit avec mon métier. Le code qui appelle mon métier dans l'un est incroyablement similaire au code qui appelle mon métier dans l'autre. C'est juste que la sérialisation est différente. Donc, c'est ça le dernier avantage, c'est que le moment où vous voulez faire une migration pour quelconque raison, alors c'est très facile.
D'ailleurs, je vous donne un exemple de migration. Ouais, cette route-là, elle est vraiment très bordélique, j'aimerais la refactorer. Bah écoute, crée-en une autre. Tu laisses survivre la première, t'en crées une deuxième, tu switches quand tu veux, tu supprimes la première. Bah ouais, t'es en architecture hexagonale. En clean archi, tu peux faire ce que tu veux. Tu Tu, peux s- mettre autant de plugs que tu veux. Tu sais, j'ai justement eu ce cas, je sais plus, c'était en quelle année, je crois que c'était en 2020, au moment où il y a eu la transition de .NET Framework vers .NET Core. Je crois que c'est quelque Mm. chose comme ça. Et j'avais connu des clients qui ont dû passer 6 mois, voire Ah un ouais. an à faire cette migration. Sur des code bases modestes, hein, c'est-à-dire Mhm. Mhm. 150, 200 000 lignes de code. 6 mois de freeze. Parce que justement, Ouais. leur code était entremêlé avec le code du framework. Mhm. Avec une clean architecture, cette migration, elle aurait sans aucun problème été faite, je pense, en quelques semaines. Ouais, C'est c'est du trivial. pseudo-trivial. Ouais, C'est exactement. trivial, exactement. Ça n'est même plus un sujet. Donc maintenant, pour Alice, ok, c'est bien beau, les gars, tu me diras, Alice. Mais à un moment, comment est-ce qu'on fait cette clean architecture? Dans les faits, comment ça marche? On peut déjà décrire une manière de la faire. Tout à l'heure, tu parlais d'injection de dépendance, ce qu'on a tendance à appeler communément inversion de dépendance, parce que l'inversion, c'est le grand concept. Le grand concept et l'injection, c'est le comment on va le faire. Le, 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 le moment où tu dis mon corps déclare des intentions, je dis souvent aux juniors qui travaillent avec moi, le I de interface, ça veut dire intention. C'est-à-dire que globalement, tu as un corps fonctionnel, on interagit avec lui en déclarant des couches concrètes, donc des objets concrets, des services concrets, du code concret technique. On vient déclarer ce code concret à l'interface. On donne donc au métier le comment. Dans les faits, pour simplifier, on va dire qu'on a une route HTTP on va parler d'un modèle ultra couplé, hard couplé classique. On a une couche HTTP qui appelle directement une couche métier, qui appelle directement une base de données. Dans ce contexte-là, les dépendances, on les appelle souvent de la connaissance. C'est-à-dire que route connaît domaine, qui connaît DB. OK. À ce moment-là, si on voulait pouvoir gérer notre domaine de manière isolée, on pourrait dire, hop, 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 domaine, je t'appelle en te donnant la couche concrète. Dans un premier temps, on va faire un premier temps, je t'appelle en te donnant la couche concrète du comment tu vas faire à droite. Mais toi, domaine, tu n'appelles plus le DB, repository, etc. Tu vas juste t'appeler ce que je t'ai donné. Donc, au lieu d'avoir domaine, la fonction du domaine qui appelle la fonction de fetch de données, le domaine va appeler un paramètre qui lui a été donné. On a donné en paramètre une fonction ou un module. À ce moment-là, tu vois que le métier ne connaît plus le comment, il ne dépend plus de la DB, il dépend d'une intention d'aller chercher de la donnée que l'appelant aura concrétisé pour lui donner. Ça, c'est le grand principe d'inversion de dépendance pour le coup. Là, on a une forme qui vaut ce qu'elle vaut dans un premier temps, mais qui te permet déjà d'avoir un domaine isolé. Ça fait beaucoup de mots pour décrire ce que c'est que l'architecture, la clean architecture, qui d'ailleurs, encore une fois, est mal nommée, c'est-à-dire qu'elle est ni clean, ni c'est une architecture. En fait, je pense que ça vient plus d'une incompréhension du public et peut-être éventuellement du nommage d'Oncle Bob, plus qu'autre chose, parce que par clean architecture, il ne voulait pas créer un concept qui s'appelle clean architecture, mais il voulait écrire un livre sur comment faire une architecture qui est propre. Et je pense que c'est ça qui a été mal compris. Parce que derrière, en Ouais, fait, c'est un livre qui contient beaucoup de principes. C'est pas seulement ouais, ouais. l'architecture hexagonale, hein. C'est un livre qui a, oui, ça parle de solide, des paradigmes, des différentes, de pas mal de règles d'architecture avec des principes, etc. C'est pas mal de concepts, hein. C'est assez intéressant d'ailleurs ce que tu viens de dire, Anthony, parce que, alors, l'incompréhension, bah, personne n'a jamais comme idée qu'il va être incompris, en fait. Personne ne se dit, ils ne vont pas, je vais expliquer ce que j'ai dans la tête et les gens ne me comprendront pas. Personne ne se dit ça. Les gens ont tendance à vouloir expliquer et que les gens l'aient ensuite compris. Donc, ouais, on est tous Oui. passés à côté. C'est pas de chance. Et en effet, ce livre-là, en fait, il inclut des tonnes de choses qui sont bien au-delà de ce qu'on vient de décrire. Parce que communément, ce qu'on vient de décrire, c'est au lieu de A connaît B connaît C, on a A qui connaît B qui connaît une intention vers C.
C'est juste ça. C'est-à-dire que la flèche, elle, pointe dans l'autre sens au niveau de l'intention. C'est ça. Et on va dire que finalement, ce livre, c'est un condensé de ce qu'est l'architecture logicielle en général. C'est-à-dire que quand on fait de la clean architecture, on fait juste de l'architecture logicielle. Et Mm. je pourrais jeter une autre bombe et de dire que du coup, l'inverse est tout aussi vrai. C'est que si on est contre l'architecture, la clean architecture, c'est on ne fait pas d'architecture logicielle tout court. Mais ce serait un autre sujet, ça aussi. Alice, est-ce que c'est un petit peu plus clair pour toi ce concept de clean archi? Et si tu devais le reverbaliser, le reformuler, qu'est-ce que tu dirais? Euh, Bah, je pense que je resterai sur le résumé, enfin qu'on a un peu élaboré tous ensemble de de l'intention de pourquoi en fait on fait de la cleanarchie. La cleanarchie, donc c'est une manière d'avoir un métier, une logique métier qui est préservée des changements d'implémentation, des changements de framework, etc. Propre. Et donc, si on doit résumer, ouais, on a une couche métier et une couche. Alors, quel nom on peut lui donner, je ne sais pas exactement, mais une couche autour qui Infrastructure, serait ouais. du code. Si tu ne veux pas lui donner de nom, je te recommande d'appeler ça la couche pas métier. La couche pas métier, bah Non, mais ça vraiment. va. Vraiment. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont nous écouter et qui vont dire, ouais, mais n'importe quoi, c'est plus dense que ça. Dans la couche que vous appelez pas métier, il y a différentes choses. Il y a à droite à gauche, il y a à droite à gauche, en bas à gauche, en bas à droite. En fait, oui, d'accord, ok, cool. Mais dans un premier temps, tu es en hexagonale le moment où tu as fait la distinction entre ce métier et ce pas métier. Je préfère que vous disiez métier et pas métier et qu'on s'arrête là et que vos couches techniques soient dégueulasses, mais qu'au moins votre métier soit protégé, plutôt que vous disiez oui, mais c'est pas suffisant, je veux faire le pas supplémentaire. Souvenez-vous, il y a un thème dans notre conversation jusqu'à maintenant, c'est petit à petit. On y C'est va ça. petit à petit. Le TDD, on y va petit à petit. La construction Toujours. du métier, on y va petit à petit. La cleanarchie, pareil, on y va petit à petit. J'ai livré le métier avant de livrer le reste. J'ai validé mon métier. C'est pareil. Je veux que dans le discours, ça s'ancre. Et ce que tu dis, c'est juste. Si tu veux pas l'appeler autrement, tu peux l'appeler la couche où il n'y a pas le métier. C'est ça. Le plus important, c'est effectivement de dire il y a quelque chose au centre qui est le métier et il y a quelque chose à l'extérieur qui n'est pas le métier, tout simplement. Dans un premier temps, ça peut être ça. Et puis après, au fur et à mesure que tu travailles avec ce concept et que tu l'étudies et que tu expérimentes avec, ce que je t'encourage à faire d'ailleurs énormément, toi et à toutes les personnes qui nous écoutent, expérimentez intensément, faites des essais, faites des sandbox, essayez d'avoir des idées pour voir un peu comment aller plus loin dans le sujet, comment voir quelles sont les faiblesses également de ce sujet-là, pour vraiment, on comprend mieux un sujet lorsqu'on connaît également ce qui est problématique avec. Euh, Tu auras du coup, vous aurez tous le temps d'aller chercher ce qu'il y a vraiment en profondeur dans ce concept-là, aussi bien avec la clean architecture qu'avec le domaine du event design, avec le TDD, etc., etc. C'est pas pour rien qu'il y a énormément de livres écrits sur ces sujets. Moi, j'ai une question par rapport à tout ça. Tout à l'heure, on a mentionné que tu avais un sujet supplémentaire qui était qu'est-ce que c'est être un bon ingénieur développeur, etc., etc. Cette question, on va pas la traiter là aujourd'hui parce que ça fait beaucoup de temps qu'on parle. On la traitera dans un deuxième temps, tous les trois. Et moi, j'ai une question pour toi, Alice. C'est OK. Après cette première partie, c'est quoi ton sentiment sur tout ce qu'on vient se dire? Alors j'y vois plus clair. Je vois que en fait, il y a une grosse différence et c'est là qu'on se le prend un peu, en pleine tête, je pense quand on sort, de son cadre habituel, de son cadre quotidien et qu'on va parler avec des développeurs avec qui on travaille pas forcément et cetera. On se rend compte qu'il y a une manière de pratiquer, en interne dans sa boîte et cetera et qu'il y a, une réalité beaucoup plus peut-être riche, beaucoup plus nuancée derrière certains concepts et derrière certaines choses. Et c'est intéressant, c'est toujours intéressant de voir cette différence en fait. Et c'est toujours aussi intéressant de remettre un cadre théorique là où j'ai pu avoir voilà, des explications un peu floues, etc. Parce que les concepts étaient un peu flous dans ma tête.
c'est toujours appréciable de pouvoir arriver à la fin du podcast comme on a fait et d'arriver à des conclusions qui étaient assez concises, mais voilà, sur lesquelles on s'entendait tous. Et donc oui, plus clair pour moi. Moi déjà, je te remercie Alice d'être passée ce coup-ci pour nous parler de tous ces sujets-là. Je resalue encore le fait que publiquement comme ça, tu viennes et tu dises coucou, moi je suis junior, j'aimerais comprendre un petit peu mieux. Ça en dit long en fait sur ton état d'esprit par rapport à ça. Et c'est un des meilleurs états d'esprit qu'on puisse trouver dans quelque chose d'aussi technique et intellectuel que le développement. Aussi bête que ça, parce que c'est un des métiers les plus denses du monde, hein. Le fait est que je te redis merci pour ça. Et puis je laisse la main à Anthony. J'ai rien à ajouter à ce que tu as dit, Joey. En tout cas, pour moi, ça a été un très bon exercice, un petit peu d'essayer de vraiment définir tous ces concepts de clean architecture, domaine-driven design, etc. Je pense que c'est bien qu'on ait fait un podcast justement pour les personnes qui nous écoutent, dans lequel on pose un petit peu plus en détail ces sujets. Et j'aimerais à l'avenir les explorer encore un petit peu plus. Et j'espère que du coup, je considérerai ma mission accomplie si tu quittes ce podcast en te disant j'ai au moins un tout petit peu mieux compris ce qu'était la clean architecture et le domaine du design. Tu vois, si ce n'est que 1% de meilleure compréhension pour moi, c'est ça de gagner et ça vaut absolument tout. Non, bah, mission accomplie, je pense. Et je pense que je vais revenir au podcast aussi, parce qu'on a eu des discussions hyper denses. Ouais. Et j'avais envie de prendre des notes, mais on prend pas de notes pendant un podcast. Donc voilà, j'y Bon, reviendrai. t'as pas besoin de prendre des notes. D'ailleurs, tu es la bienvenue évidemment pour d'autres épisodes. Bien sûr. T'as pas besoin de prendre des notes de toute façon parce que c'est filmé. Donc, C'est Enregistré. ça? c'est le principe de podcast. On est tous là, on est filmé. Ouais. Euh, C'était du coup un épisode de Binder Broke That avec Alice. Bonne soirée à tous. Salut tout le monde. Bonne soirée.